Je passe la parole alors maintenant à Pascal Augiard. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je viens aujourd'hui vous parler d'un sujet, au-delà de son caractère local, touche à l'essence même de notre responsabilité collective. La dépollution d'une ancienne friche industrielle, héritage d'une époque où le développement économique primait sur la préservation de notre environnement. Cette friche n'est pas seulement un terrain vague oublié, mais un symbole de ce que nous avons laissé derrière nous en avançant, sans considérer les conséquences à long terme. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir et l'obligation de corriger les erreurs du passé. Pourquoi était-ce si important? Tout d'abord, une friche industrielle n'est pas seulement une plaie urbaine, c'est un danger caché. Ce sont des sols saturés de produits toxiques, de nappes phréatiques contaminées et un risque sanitaire permanent pour les citoyens qui vivent à proximité. La pollution ne reste pas confinée, elle s'infiltre dans l'air, dans l'eau, dans les chaînes alimentaires, impactant la santé de nos concitoyens, particulièrement les plus vulnérables. Il est de notre devoir de protéger la santé publique et cela commence par la réhabilitation de ces espaces. Mais il y a plus que cela. Ces friches sont aussi des obstacles au développement. Elles empêchent la revitalisation économique des territoires, freinent la création d'emplois et limitent les opportunités de logement, de culture et de développement durable. Alors que ces espaces pourraient devenir des parcs, des zones résidentielles écologiques, des lieux d'innovation et de commerce local, au lieu de cela, ils restent des vestiges toxiques d'un autre siècle. Je soulève ici une question simple. Voulons-nous que les générations futures héritent d'un monde meilleur ou d'un legs empoisonné? Certains diront que la dépollution est coûteuse. Moi, je vous l'affirme, ne rien faire coûtera plus cher. Les dépenses de santé, les pertes économiques liées à l'inutilisation des terrains, les indemnisations pour les dommages environnementaux sont des coûts cachés qui, chaque année, pèsent sur nos finances publiques. Dépolluer, c'est investir dans l'avenir, c'est redonner de la valeur à des terrains abandonnés, c'est offrir aux entreprises des espaces pour s'implanter, c'est dynamiser nos territoires ruraux et urbains. C'est aussi une opportunité de montrer que nous avons compris les leçons du passé et que nous nous engageons sur la voie d'un développement responsable. Il s'agit non pas d'un choix, mais d'une nécessité. Je vous invite aujourd'hui à être visionnaire, de ne pas simplement penser à ce que cela coûtera demain, mais à ce que cela rapportera dans 10 ans, 20 ou 50 ans. La dépollution d'une friche industrielle est une obligation morale, économique et environnementale. Il est temps de faire ce qui est juste. Il est temps de dépolluer, de transformer ces espaces morts en poumons verts, en sources de vie et de prospérité, en acceptant d'être mis à contribution à la hauteur de nos responsabilités. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, prenons ensemble aujourd'hui la décision qui façonnera l'avenir que nous laisserons à nos enfants. L'histoire ne retiendra pas ceux qui ont choisi de ne rien faire. Elle retiendra ceux qui ont eu le courage d'agir. Je vous remercie. Peut-être avez-vous des questions? Voilà. Oui, il y a quand même une obligation légale du pollueur-payeur. Oui. Donc je suppose que c'est parce que l'entreprise GRV est défaillante et donc elle n'a pas pu être recherchée. Le propriétaire est décédé depuis 30 ou 40 ans. Oui, mais il y a des, ça perdure. Hein. Il y a quand même le terrain, il appartient à qui aujourd'hui? À vous? Ah oui, parce que vous avez malheureusement, vous l'avez racheté. Non. Non, c'est une affaire familiale. Non, c'est la vidéo. Non, mais c'est la vidéo. Je l'ai éteinte.
Ah bon. Je vous ai filmé. Non, c'est une affaire familiale compliquée, donc puisqu'on pose la question, on va y rentrer. C'était un de mes oncles qui, pour le qualifier, avait 16 ans à la fin de la guerre, tuberculose, pas de diplôme, et donc il s'est lancé dans le traitement de déchets, ce qui est effectivement une activité industrielle qui, en général, et à l'époque, plus maintenant, bien entendu, mais à l'époque, c'était plutôt confié à des gens qui n'avaient pas vraiment d'expertise. C'était toléré. Il y a peut-être encore, d'ailleurs, des choses à corriger de ce point de vue-là, mais il y a quand même des entreprises maintenant qui le font, qui ont pignon sur rue. Donc, il se lance là-dedans, établissement classé. J'insiste sur le fait que la préfecture contrôlait la chose et que tout le village était ravi. Il se trouve qu'à un moment donné, il prenait des déchets de peinture livrés par des groupes, ou des déchets médicamenteux livrés par des groupes du CAC 40, dont je tais le nom parce que on souhaite développer avec eux des partenariats amicaux et pas contentieux. Donc nous nous abstiendrons de faire une publicité négative, hostile aux groupes du CAC 40 qui ont généreusement mis des smirmocs de 20 tonnes, 30 tonnes jour après jour dans cet endroit-là. Il les distillait, il en sortait de l'acétone et il gardait les résidus. Et ces résidus, il ne les a pas traités, il les a enfouis. C'était au vu et au su de tout le monde. La commune, le conseil municipal se promenait, le maire était industriel, déchets de peinture, je ne vous fais pas de dessin. Le maire bénissait cette activité, demandait dans les enquêtes que l'affaire persiste. Et il y a eu des rapports de l'inspection générale de l'environnement qui disaient la tolérance de l'administration sur la persistance de cette activité laisse, comment dirais-je, laisse planer des doutes. Voilà, j'en n'en dirai pas davantage. Il se trouve que cet oncle a pollué les terrains de ses sœurs. Et moi, je suis l'héritier des sœurs. Mon oncle est décédé, paix à son âme. Néanmoins, lui n'est plus responsable parce qu'il n'est plus là. Ces terrains ne sont pas pollués. Les terrains qui sont pollués, ce sont les miens. Je ne suis pas, je le répète, responsable, ni mes aïeux, de cette pollution. Nous en sommes les victimes. Et j'insiste, je n'ai aucun scrupule à défendre l'intérêt général. Il ne s'agit pas de bâtir, de s'enrichir et de devenir milliardaire avec ces 5 hectares près du RER. Il s'agit de les remettre à disposition de la collectivité et tout simplement de faire en sorte que cette zone noire devienne une zone verte ou bleue, comme on veut. Donc tout ça est intégré avec le moulin. Évidemment, en tant que riverain, j'ai un intérêt, comme tous les habitants du village, à ce que cette zone soit restaurée. Mais ce n'est pas si simple que ça, et le documentaire est elliptique sur le sujet, mais la colère de M. Tavernier, ancien président du Conseil national de l'eau et ancien député maire de Dourdan, que vous avez vu, souligne qu'il y a besoin derrière d'une cohésion locale et d'une mobilisation de tous les acteurs. Si le collectif existe, c'est qu'il n'y a pas une mobilisation de tous les acteurs, et on dirait que cette espèce de doute qui subsiste depuis 50 ans, et vous avez vu l'ancien maire dire qu'il n'y avait aucun danger à boire de l'eau polluée, c'est assez pathétique, mais c'est classique comme mauvais argument. Vous pouvez boire de cette eau. Moi, je me souviens, quand j'étais à la GPM, j'avais des ingénieurs qui buvaient de l'atrazine devant le public. Je ne sais pas si c'était de la vraie atrazine ou du whisky, mais en tout cas, ils faisaient semblant. On peut boire un verre d'atrazine sans mourir. On peut fumer un pétard de hashish sans mourir. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut en faire son régime alimentaire. Et en tout cas, voilà. Donc il y a une espèce d'omerta qui pèse. Et nous, on aimerait bien, en remettant l'homme, et non pas les procédures, le droit, le contentieux, les attaques, la politique politicienne, nous, on voudrait faire quelque chose d'intérêt général. Et on est sidéré de voir que ce n'est pas si facile. Et Pascal pourra témoigner de la difficulté de la chose. Donc je précise que les responsables de cette affaire sont évidemment Paul Gerbert, disparu, ruiné, mort à 50 ans, qui était finalement l'extrémité du maillon. Je ne pense pas que Paul Gerbert ait conçu une grande escroquerie internationale. Il y a les groupes du CAC 40, il y a l'État qui a laissé faire. Enfin, il ne fallait pas être ingénieur général des mines pour se rendre compte que le site était pollué. Je veux dire, n'importe qui pouvait s'en rendre compte. Moi, j'avais 15 ans et je me rendais compte. Alors, et puis, vous avez la commune. Voilà, donc tout ce petit monde se sent un peu responsable. Et l'ADEME n'a pas dépollué. L'ADEME a foiré. Ah oui, ça c'est le problème. Soyons francs. Donc tout ce petit monde maintenant se regarde en disant c'est pas moi, c'est les autres. Et le drame dans cette affaire, c'est l'absence de responsabilité collective. Donc moi, dans mon cours en Polytechnique, j'ai pris ça comme exemple, l'exemple de la défaillance des politiques publiques. Chacun fait son boulot mal. Et personne ne coordonne. À un moment donné, il faut que l'État, la commune, le CAC 40, les propriétaires, les riverains, tout le monde s'aligne. C'est très simple, mais ce n'est pas si évident à faire. En tout cas, c'est ce à quoi on aspire, et c'est l'esprit du geste d'or. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire comme explication.
Alors, je pourrais rebondir. Pardon. Là, je pourrais peut-être alimenter avec ma question et ma remarque. En fait, ça vient d'un biais de la loi qui arrange bien tout le monde. Et la loi pollueur-payeur, elle a mis pas mal de temps à être discutée. D'ailleurs, quand on fait des fusions-acquisitions, il y a tout de suite un grand problème pour savoir est-ce que dans le patrimoine de la société qui vend, il y a des terrains pollués ou pas. Et ça donne lieu, pour l'avoir vécu, à des moments de négociation qui sont très intenses et très, très compliqués, qui peuvent même conduire à faire capoter des deals. C'est vraiment très, très sérieux. Et notamment, tout le nord de Paris, Gennevilliers, etc., est concerné, bien évidemment, par ce genre de problématiques. Quand on a dit ça, moi, j'aime bien ce que vous venez d'exprimer sur cette nécessité, de fédérer, parce que finalement, c'est un enjeu d'intérêt public, et de sortir du contentieux, de faire de la prévention, pour que, par une collaboration, on puisse arriver au résultat qui est demandé. Et là-dessus, je pense qu'il faut insister sur un point qui est la politique RSE, ESG, on l'appellera comme on veut, des grands groupes. J'ai analysé cette semaine, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez, un document, c'est ce qu'on appelle du droit souple, de la soft law américain, qui incite un certain nombre d'entreprises qui ont adhéré à ce traité, qui n'est pas un traité étatique, à imposer à tous leurs fournisseurs véritablement une obligation de respect de l'environnement, respect des droits de l'homme, lutte contre la fraude, etc. Donc, en fait, le gouvernement américain, comme ce qu'il a fait pour la corruption, même chose, il est en train de basculer sur les entreprises l'obligation aussi de prêter attention à l'environnement. Et le gouvernement américain, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'extraterritorialité, c'est-à-dire la capacité du gouvernement, de l'État, à aller sanctionner toute pratique dès lors qu'il y a un lien avec son sol national, même si c'est pas pratiqué, le délit n'est pas sur son sol, mais pour véritablement aller rééquilibrer les marchés. Parce qu'in fine, il y a un enjeu économique. Je vais me permettre d'intervenir. Je connais extrêmement bien le sujet par l'intermédiaire de François et aussi par les mécanismes. Le véritable problème là, c'est l'irréversibilité du passé. C'est joli de me parler de... Je m'y connais bien. Je ne suis pas chimiste, mais je finis par... parce qu'il y en a d'éminents ici. Il y en aura d'éminents lundi en particulier. En vérité, pour dire les choses... Nous sommes dans la périphérie parisienne, nous sommes dans une périurbanité, nous sommes entre deux communes, nous sommes dans un site qui est très précieux, à vrai dire, avec une vraie rivière, une fausse rivière. Ça a été inondé avant-hier, donc il a toute l'eau brune qui est sortie. Il a 2 mètres d'eau, là, il est là, mais il y a 2 mètres d'eau contre les fenêtres. Si les fenêtres éclatent, toute la maison est envahie. Parce qu'il n'a pas réparé ses vannes, ça c'est son affaire. Mais tout le monde est fautif, parce que nous sommes tous coupables. Une fois qu'on a dit ça, il se trouve que la mer, et le système encore paysan de cette région-là ne veut pas entendre parler de ça, préfère dire c'est enterré. C'est-à-dire que ce passé remonte, c'est une chose insupportable. C'est l'affaire de l'abbé Pierre, c'est les mêmes affaires. Aujourd'hui, notre passé nous remonte à la gueule, partout. Dans tous les domaines. Je veux dire, tous les responsables sont irresponsables. Il reste un collectif qui lui-même a des habitants qui, si on enterrait ça, du moment que, tant que la catastrophe n'est pas là. Et elle est là maintenant, la catastrophe. Là, par exemple, la nuit, il y a 2 jours, la crue est arrivée et la catastrophe, elle est sur son terrain. Là, il a 2 mètres d'eau. Et 2 mètres d'eau d'une pollution folle. Et il est là quand même, parce que François, il a une sens des responsabilités. Et là encore, on nous dit que tout va très bien. Et on leur dit, tout va bien. Et j'ai les photos de l'eau, là je peux vous les montrer. C'est l'eau la plus polluée qui puisse exister au monde. Eh bien, qu'est-ce que je fais? C'est qu'effectivement, là, nous devons, et c'est... D'abord, il y a les moyens juridiques dont on parle, il y a les moyens, non pas de la violence, mais il y a les moyens de la manifestation. Aujourd'hui, la seule manière, c'est d'aller manifester. Et de manifester en disant, voilà, avec des pancartes, c'est le site... Le Parisien avait un peu exagéré en disant c'est le site le plus pollué de France, mais de fait, il est extrêmement pollué. Seulement, voilà, c'est à la surface, et c'est les apparences.
Et du moment aujourd'hui qu'on a des organisations et des systèmes, l'ADEME et autres, on dit puisqu'ils sont là, tout va bien. Ben non, ils sont là et tout va quand même mal, évidemment, puisque le passé est irréversible. Et aujourd'hui, c'est bien joli, dépolluer des terres, c'est une des choses les plus difficiles qui existent quand même. Ah, honnêtement, j'ai un grand agriculteur qui est là, j'ai une spécialiste à travers Julie, j'ai François Le Thiers qui sont là. Ils savent très bien qu'on ne dépollue pas. C'est faux. On ne dépollue jamais. OK ? Donc voilà. Donc effectivement, on est devant cette irréversibilité. Le temps est irréversible. Je l'ai démontré à Normal Sup et à Polytechnique, puisqu'on avait fait des essais sur... C'était Normal Sup qui faisait ça. Et ils croyaient avoir résolu le problème. Les chimistes savent très bien qu'une expérience, elle est faite, elle est irréversible. Point. On ne revient pas en arrière. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, on est devant un héritage. Excusez-moi, mais l'eau bouge au travers du sol. Et les produits qu'on a vus là ne sont pas tous solubles dans l'eau. Hein. Mais non. Mais le benzène va se mêler à l'eau, même si pas Mais vraiment oui. soluble. Et donc, cette pollution est en train chaque jour de faire son chemin plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont des solutions techniques? Ma question est extrêmement pratique. Mais oui, si mais on a une manif aujourd'hui Julie, pour il n'y a demander pas quelque chose, que on l'eau. demande quoi? Ce qu'on a réenterré là, dans le terrain, ce n'est pas que l'eau, même si l'eau pénètre par capillarité dans le terrain, c'est les terres polluées que l'on a remis en place. On n'a enlevé que les tonneaux. On a laissé la totalité de la pollution. L'ADEME l'a déplacé 2 mètres. Ils se sont foutus de la gueule du monde quand même. Bien évidemment, il faut qu'il y ait une étude qui soit menée. Dans la version longue du documentaire, on a un expert de dépollution qui travaillait pour le groupe Safran qui explique qu'il faut qu'il y ait des tests de dépollution qui soient faits de différentes manières et que seulement après, en fait, il y a pas mal d'études à mener avant de savoir quelle est la bonne solution technique ou les bonnes solutions techniques. Aujourd'hui, on n'en sait rien. On ne sait même pas, on ne connaît même pas la teneur de la pollution, puisque en fait les dernières études datent d'il y a plus de 20 ans. Donc probablement que la pollution a migré aujourd'hui et on ne sait pas. Le site est sous surveillance. Il y a des campagnes de surveillance qui sont menées par l'ADEME 2 fois par an. On a des résultats stables. La pollution est en place, ça ne bouge pas. Voilà. Elle est là. Aujourd'hui, ce site coûte quand même de l'argent parce que il y a des mesures qui sont menées, analysées 2 fois par an, eau et air, à différents endroits. Je crois que ça a été estimé, j'ai pas le montant en tête, mais on n'est pas... non, c'est beaucoup plus que ça. Donc dans ces cas-là, il y aurait un point 4. C'est combien, Pascal? Oui, je pense plutôt 200 000 euros par an. 200 000 euros par an, ça coûte pour ne rien faire. Et en fait, il y a un point 4 qui est énoncé. Non, mais c'est le scandale français quand même que vous avez là. Le point 4, c'est comment on stoppe la progression. Oui. Parce qu'il y a des pollutions, tu disais que c'était impossible, Pascal, mais il y a aussi un autre point qui peut-être reste à explorer, c'est comment on la circonscrit pour que ça ne descend pas trop dans le sous-sol. Voilà ce que dit Philippe. Vas-y, parce que toi, tu es quand même... Voilà. Alors, il a 40 ans derrière lui, alors il s'y connaît. Vas-y. Je ne connais pas le dossier, je le découvre, mais effectivement, il est scandaleux au sens scandale d'État. Mais techniquement, ça a l'air quand même assez compliqué. On a fait des erreurs peut-être depuis 20 ans. Si on prend l'exemple de Tchernobyl, on met un sarcophage pour éviter toute migration de la pollution en haut, en bas et sur les côtés. Donc, mais tu as vu ce que ça coûte? Oui, mais c'est un scandale d'État, donc ça coûte très cher. Parce qu'on n'a rien fait apparemment pendant des années et des années. Mais là, parce que inondation, on parlait d'inondation, l'eau, même si les substances ne sont pas toutes solubles dans l'eau, elles vont être entraînées. Il y a forcément une migration et tout ça, ça va se retrouver dans la rivière la plus proche et puis après dans la mer et ça finit dans la mer et on connaît tout. Là, en fait, c'est une île. Donc, le principal endroit pollué, c'est une île entre 2 bras d'orge. Voilà. Donc, moi, je voudrais répondre sur plusieurs points qui financent. Je pense que on peut déjà partir des responsabilités. L'État est responsable. L'État a été attaqué par la commune de Saint-Chéron sur ce sujet-là. L'État a perdu dans les années 90, 2000. Les
les pollueurs, aujourd'hui, les entreprises sont responsables de leurs produits polluants jusqu'à la destruction complète. Ce n'était pas le cas à l'époque, mais aujourd'hui, on pourrait aussi aller voir les entreprises qui ont apporté par camion complet leurs polluants sur le site. On pourrait les solliciter pour le financement. Donc, l'État... mais là, aujourd'hui, le sujet, je dirais, nous, on est en relation permanente avec le syndicat des eaux locales, avec les services de l'État, avec nos élus locaux. On sollicite tout le monde, notre nouveau député, puisqu'on vient d'avoir un nouveau député. Voilà, on essaye de ratisser un petit peu, voilà. Mais l'ancien sous-préfet était quelqu'un de très bien, mais on voit bien, il a pris d'ailleurs des décisions dans notre sens. Aucune n'a été appliquée. Et dont des décisions... Non, parce qu'en fait, par exemple, il avait été prévu, c'est une décision qui a été prise conjointement entre la sous-préfecture, les services de l'État donc, et l'ADEME, de faire une étude documentaire, de reprendre l'ensemble des études qui avaient été menées sur ce site il y a 20 ans, de les synthétiser et d'y apporter une complétude. Aujourd'hui, depuis 2 ans, cette décision a été prise il y a 2 ans, c'est financé. L'ADEME a dit on a le budget pour financer. Aujourd'hui, rien ne se passe. Les documents, par exemple, des documents d'information de la population, des contraintes, parce qu'aujourd'hui on nous dit, vous comprenez, il n'y a pas de risque pour la population, donc comme il n'y a pas de risque, on ne fait rien. Alors, il n'y a pas de risque, en fait, on nous dit il n'y a pas de risque, dans la mesure où il y a un arrêté préfectoral de 2007 qui soit appliqué. Qu'est-ce que dit cet arrêté préfectoral? L'arrêté dit, dans une très grande, un très grand périmètre de Sermaises, en fait, il est interdit d'utiliser, de faire usage des eaux souterraines. Sauf que, et on nous dit, à ce moment-là, si on applique ça, il n'y a pas de danger. OK, sauf que personne n'est au courant. On demande qu'il y ait un document d'information de la population qui sont concernés. Ça fait 3 ans, on n'y arrive pas. Le sous-préfet somme la mairie à chaque commission de suivi des sites de le faire. On va le faire. Rien ne se fait. J'ai rencontré, moi, personnellement, encore une personne ce matin qui habite dans ce périmètre, qui a une source dans son jardin et qui prélève de l'eau dans sa source pour arroser son potager. Elle se pose la question, je ne suis pas au courant de cet arrêté et je ne sais pas si l'eau de ma source est polluée ou pas. Eh bien, nous non plus, on n'en sait rien. Et voilà. Et même sur des choses aussi essentielles que ça, parce que là, on parle vraiment de santé publique, eh bien, on ne sait pas. Une autre dame me racontait qu'il y a quelques jours au téléphone, j'ai un puits dans mon jardin que j'ai fait creuser, je filtre l'eau avec des charbons actifs et j'arrose allègrement mon potager avec ça. Allez, merci beaucoup et on termine avec vous deux.